Bonjour, bienvenue dans ce Startup Show. Alors c'est le dernier de l'année, puisqu'on s'approche un peu de 2013. Notre invité du jour, c'est Antoine Perry. Alors Antoine Perry est le fondateur de Sysatcom. Son entreprise, sa jeune pousse innovante et qui est déjà bien lancée, est d'autant plus intéressante, d'abord par le parcours d'Antoine Perry, que j'ai connu alors qu'il était secrétaire général d'Eurecom, l'école d'ingénieurs à Sophia Antipolis, et qui a donc créé cette entreprise qui maintenant est une belle entreprise de croissance de la Côte d'Azur, puisque le Deloitte 2012 l'a classé en tête des entreprises de croissance de la Côte d'Azur. En 5 ans, son chiffre d'affaires a été multiplié par 8. Alors, autre intérêt également que représente Sysatcom, c'est qu'on parle toujours de dire Sophia, c'est d'abord de la R&D, il n'y a pas de produit. Eh bien, Antoine, justement, a utilisé la force en R&D de Sophia Antipolis dans les télécoms pour adresser un marché qui est également un marché local, qui est celui du yachting. Voilà. En plus, eh bien, Antoine Perry, beaucoup de gens le connaissent sur Sophia Antipolis, puisqu'il a une forte activité associative. Il s'est beaucoup investi dans Telecom Valley, dont il a été le président pendant 2 ans, et maintenant il s'investit également dans le yachting. Alors, Antoine, tu vas nous présenter Sysatcom. Qu'est-ce que fait Sysatcom ? Le fameux pitch. Le fameux pitch. Bonjour Jean-Pierre. 2 minutes. 2 minutes, ça va être même 30 secondes, ça va être très rapide pour vraiment le simplifier, puisque mes clients ne comprennent pas la technologie, donc j'ai dû le simplifier. Je fais de l'Internet, du téléphone et de la télévision pour les yachts. Voilà, la présentation est terminée. Donc ce qui veut dire, pour aller un tout petit peu plus loin, que j'amène des services, essentiellement des services, et s'il faut de l'équipement, mais d'abord des services. Je ne suis pas un vendeur d'antennes satellites, mais je mets des antennes satellites s'il y a besoin de mettre des antennes satellites. Donc l'entreprise aujourd'hui, création 2005, donc 7 ans. Et depuis, puisqu'on en parlait il y a quelques secondes tous les deux ensemble, le Deloitte m'a distingué avec 800% de croissance entre 2007 et 2012, et depuis 2011, pardon, excusez-moi. Et depuis 2011, entre 2011 et 2012, on a encore fait 50% de mieux. Bien, dans un marché qui actuellement, justement, on parle non pas de récession, mais au moins de stabilisation, c'est quand même pas mal de faire 50%. Il y a pas mal d'entreprises qui souhaiteraient le faire. Hein. Oui, pour l'instant, je touche du bois. Je ne sais pas si c'est du bois, mais bon, je ne connais pas la crise, pourvu que ça dure. Alors, l'objet, le produit semble simple. Hein. En fait, c'est de se retrouver dans un yacht comme on est chez soi, avec tous les services de VOD, de vidéo on demande. Pas encore. Enfin, de ce type de service. Je veux dire, oui. On peut se rapprocher de ce qu'on peut trouver chez soi en accès, en connexion Internet. En fait, tu as 100% raison, parce que c'est la création même de Sysatcom. Après l'Institut Eurecom, j'ai fait 5 ans dans le groupe Monaco Télécom SFR. Donc j'ai des opérateurs de télécommunications, et quand j'ai créé Sysatcom, l'idée c'est de dire je voudrais que les gens à bord du yacht soient comme à la maison ou au bureau, donc ils aient les mêmes services, donc comme au bureau de l'internet, comme à la maison de la télévision. Sauf que la complexité technologique est très forte derrière, puisqu'un yacht par essence ça bouge, donc je ne peux pas mettre de fil qui me relie à la terre. Et que donc j'utilise différentes technologies qui passent par naturellement le satellite ou qui passent par le GSM pour pouvoir amener les services à bord. Et là, ça commence à être compliqué, surtout que quand on regarde un yacht, ce que les gens n'imaginent pas, mais c'est un petit territoire, c'est un palace flottant dans lequel il y a des gens qui vivent, mais surtout, c'est un palace flottant qui, tout en haut, a un nombre d'antennes absolument incroyable. Et on a donc des perturbations avec des interférences, parce qu'il y a les fameux radars, les fameuses radios, VHF,
les BLU, mes antennes satellites, pour le VSAT, pour la télévision, pour le téléphone, les antennes GSM, bref. Je ne vais pas faire tout le cycle parce que ça va être un peu long et c'est un petit peu compliqué. Et avec tout ça, il faut qu'on amène les services derrière. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, où on parle, on n'a pas un débit suffisant pour pouvoir amener de la VOD. Ça, c'est demain matin, c'est en train d'arriver, on travaille bien évidemment dessus. Et dans tout ça, ce que tu disais au démarrage, parce que c'était important, moi j'ai été incubé par l'incubateur PACAEST au démarrage quand j'ai créé l'entreprise, parce que comme tout le monde, je suis parti avec mes 10 doigts pour créer l'entreprise. Et j'étais en partenariat avec le laboratoire commun de l'université et du CNRS, si je ne dis pas d'ânerie, le LEAT, qui travaille essentiellement naturellement sur les antennes et qui a une chambre anéchoïdale. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Ça me semble bon. Voilà, où on fait des tests sur les antennes, évidemment, parce que les antennes, dans mon métier, c'est clé. Même si je ne suis pas un revendeur d'antennes, mais j'ai besoin d'antennes pour pouvoir passer ma communication. Mais si tu as bien compris, comme je viens du monde des opérateurs, et pour résumer le pitch que j'ai fait au début, moi j'amène essentiellement des cartes SIM qui permettent de téléphoner, de faire de l'Internet ou de regarder la télévision. Alors ça peut être des cartes SIM GSM, comme il y a dans ton téléphone, comme il y a dans l'iPad. Ça peut être des cartes SIM qui permettent de faire fonctionner un modem satellite qui permet d'avoir de l'Internet au débit ou de la télévision n'importe où dans le monde. Parce que moi je dois couvrir partout. Oui. Et j'ai des bateaux qui se baladent partout. Et alors il faut les couvrir partout. Comment on fait pour ça? Parce que c'est un peu compliqué. On passe de la Méditerranée au Pacifique. Je présume que ce n'est pas les mêmes satellites qu'on utilise. Bien évidemment que non. Il n'y a pas un satellite qui couvre toute la Terre. Donc on change de satellite. Quand on change de satellite, il faut reparamétrer le terminal pour qu'il puisse capter le bon satellite et la bonne fréquence satellite qui va bien. Parce qu'en plus, sur chaque satellite, j'ai plusieurs fréquences. Il y en a certaines qui sont utilisées pour l'Internet, d'autres qui sont utilisées pour la télévision, d'autres qui sont utilisées pour le téléphone. Donc ce ne sont pas les mêmes. Et nous, on doit suivre le bateau qui, lui, se déplace avec des... Nous, on appelle ça des guests. Hein. Mais bon, des clients à bord qui ont naturellement payé une somme qui peut paraître extravagante pour utiliser le yacht, puisqu'on s'adresse quand même au marché de l'ultraluxe et des vrais milliardaires. Et donc ces gens-là, ils veulent un service impeccable. Donc, il n'est pas question de leur dire « Attendez 30 secondes, on arrête le yacht parce qu'on change de satellite ». Il faut que ça continue et que ça tourne. Et ça se pilote à partir d'ici ou ça se pilote directement sur le yacht? Les deux, en général. Ça se pilote à partir d'ici parce que moi, il faut que je connaisse le chemin que va parcourir le yacht, d'où ma relation très forte avec le capitaine. Là, j'en ai un 65 mètres qui a fait la traversée de Méditerranée aux Caraïbes, puisque le propriétaire veut se promener aux Caraïbes. Donc il a fallu l'accompagner et qu'on connaisse son trajet, ses dates, par quel chemin il allait passer, à quelle date il allait passer pour qu'on puisse changer de satellite entre le satellite de la Méditerranée, le satellite qui a couvert depuis Gibraltar jusqu'à l'arrivée à côté des côtes américaines, et puis après le troisième satellite sur les Caraïbes. Ça, c'est que pour la partie Internet. Pour la télévision, il n'y a pas de télévision qui couvre l'Atlantique parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Donc, là, il n'y a pas grand-chose. Mais on a dû, bien évidemment, changer tous les décodeurs et tous les abonnements parce que les opérateurs de télévision européens qui couvrent la Méditerranée ne sont pas les mêmes que ceux qui couvrent les Caraïbes et les US. Donc on a dû changer. Tous les décodeurs Sky de télévision anglaise ont dû passer en décodeur Direct TV américain. Et de canal satellite France, on a dû passer à canal satellite Caraïbes. Donc changement de décodeur, changement d'abonnement, reparamétrage de tout derrière. Et ça commence par l'antenne, bien évidemment, mais de tout ce qu'il y a à l'intérieur du bateau. Donc c'est quand même assez complexe, c'est pas des choses triviales, je veux dire. Non, pas vraiment. Bon. Alors, est-ce que quand tu as commencé à lancer Sysatcom, est-ce qu'il y avait déjà des sociétés installées sur ce créneau? Oui, mais aucune qui avait la démarche de service que je peux avoir. C'est un marché qui vient essentiellement de la radio maritime. L'origine des communications à bord des bateaux, c'est la radio maritime, c'est la bonne VHF, avec grosso modo une CB pour la marine, et qui petit à petit a évolué. Donc c'est des gens, la plupart, enfin la totalité, quasi-totalité, qui viennent de ce milieu-là et qui se sont mis à vendre des antennes de plus en plus perfectionnées, de plus en plus grosses, de plus en plus chères, et qui délivrent le plus de services possible. Moi, quand je suis arrivé sur ce marché, ma réflexion était exactement inverse, c'est je n'amène pas l'équipement, j'amène le service. Et s'il faut l'équipement, je l'amène. Mais d'abord le service. Et donc moi, je suis en quelque sorte, je dis bien, je prends des guillemets, parce que un opérateur virtuel
qui amène des services à bord du yacht et qui amène tout ce qu'il faut après derrière. Donc comme un SFR, puisque j'ai travaillé 5 ans chez SFR, naturellement, ils vendent un abonnement de télévision, mais pour vendre de téléphone, pardon. Mais pour vendre l'abonnement de téléphone, ils vont vendre un iPhone. Moi, c'est la même démarche. Je vais vendre un abonnement satellite, et pour vendre l'abonnement satellite, je vais vendre l'antenne satellite. Mais si l'antenne est déjà à bord du yacht, je n'ai pas besoin de la vendre, je l'utilise, je la modifie, bien évidemment, je la reparamètre, et ça me va très bien. Et le scénario en général, c'est les gens ont déjà des systèmes installés, ou est-ce qu'ils ont besoin de l'ensemble? Quel est un petit peu là? Comment ça se passe? C'est une bonne question. Je n'ai pas de statistiques précises dans la tête, mais grosso modo, j'ai à peu près 10% de mes clients où il faut refaire une installation complète. C'est un grand chiffre, hein, parce que je n'ai pas de statistiques dans la tête. On discute par masse. Hein. Oui, en grande masse. Je dois en avoir 20 ou 30% où il y a quelques modifications à faire, et le restant, 60%, où je ne fais rien, parce qu'il y a déjà ce qu'il faut. Je parle en termes de matériel. Hein. À bord, on ne fait que modifier le matériel existant. Alors, si Satcom a bien performé, qu'est-ce qui explique, comment tu peux expliquer un petit peu pourquoi ça a bien marché? Est-ce que c'est le fait d'avoir déjà un marché local qui est conséquent? Est-ce que c'est d'avoir, grâce à Sophia Antipolis, ou je présume la conjonction des deux? Oui, c'est une conjonction de beaucoup d'éléments. Déjà, quand j'ai commencé à réfléchir à la création de Satcom, la genèse de tout ça vient du fait que c'est une petite histoire, mais j'aime bien la raconter parce qu'elle est complètement véridique et relativement simple. Et donc, je travaillais chez Monaco Télécom et je dirigeais la filiale Internet du groupe Monaco Télécom, et filiale Internet qui ne gagnait pas d'argent. Et le président de Monaco Télécom m'avait demandé de redresser les comptes. Donc, pour redresser les comptes, première question, je me dis, bon, on peut tailler dans les dépenses, mais on a une entreprise, avant tout, il faut faire du chiffre. Et je déjeunais régulièrement au Cap d'Aille, sur le port, et en déjeunant sur le port, je me suis dit, mais comment ces engins font-ils pour communiquer? Et je me suis rendu compte que là, il y avait un vrai marché. Et surtout, je me suis rendu compte que la Côte d'Azur, c'était la première destination au monde pour les yachts. C'est-à-dire que nous avons 40% des yachts du monde qui sont sur la Côte d'Azur. Après, c'est la Riviera franco-italienne, parce que quand je dis Côte d'Azur, pour moi, c'est Saint-Trope, Portofino. Voilà, mais j'ai grosso modo la moitié du marché mondial des yachts qui est là. Et les charters, donc quand ils louent les yachts l'été, 70% du marché mondial est en Méditerranée. Donc, c'est quand même énorme. Autant en profiter et utiliser cette puissance et leur amener des services. Donc effectivement, première étape, c'est servir un marché local qui est conséquent et qui est réellement existant avec des clients. Moi, j'ai la chance d'avoir des clients naturellement solvables. Donc, j'ai pas trop de problèmes quand je discute des prix. C'est pas pour autant qu'ils jettent l'argent par les fenêtres et qu'ils dépensent n'importe comment, mais ça se passe bien. Et donc, il y a le fait que j'ai ce marché qui est là, accessible, tout de suite. Je n'ai pas besoin de prendre un avion, d'aller je ne sais où, de passer 3 heures dans un taxi ou autre. Ils sont immédiatement là. Moi, je prends ma voiture, en 1 heure, je suis à bord. Donc, premier élément, c'est ça. Deuxième élément, il y avait effectivement le fait que je connaisse bien la techno, que je connaisse bien le monde des opérateurs et donc tout le microcosme ou l'environnement sophipolitain qui m'a aidé. Parce que pour faire tout ça, il faut bien que j'achète quelque part. Ce n'est pas moi qui mets des satellites en orbite pour amener de l'Internet sur les bateaux. Donc, j'achète l'airtime à quelqu'un. Ouais. Donc, il fallait que je connaisse quand même le milieu et comment ça fonctionne et que derrière, je sois capable de mettre les équipements techniques qui vont bien à bord du bateau et dans mes bureaux. Parce que, bien évidemment, les communications transitent par mes bureaux. Donc, voilà. Donc, il y a toute une conjonction d'éléments qui font qu'aujourd'hui, ça a fonctionné. Le dernier élément, on ne réussit pas une croissance comme celle que j'ai réussie sans un travail acharné. Deloitte m'a effectivement classé 5e au niveau méditerranéen et 30e au niveau national pour la croissance. Mais derrière, j'ai une équipe, moi-même et l'équipe, on bosse comme des fous. Il y a beaucoup de travail en amenant le service au client. Moi, je suis parti sur la première idée, la technologie accompagne le service et pas l'inverse. Donc d'abord le client, d'abord ce qu'il veut, d'abord le service qu'il veut. Et après, on lui amène la technologie qu'il faut. On lui amène la réponse. Voilà. Mais l'énorme avantage, c'est que quand on est à Sophia, on trouve à peu près toutes les technologies qu'on veut. Ça, c'est un élément très important. Voilà. Et je travaille avec pas mal d'entreprises qui sont sur Sophia. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit tout de suite, VoIP Télécom.
qui est une... Marc Benoît. Voilà, Marc Benoît, qui a une petite entreprise créée il y a plus longtemps que moi, dans le domaine de la voie sur IP. Pour amener de la voie sur IP sur les bateaux, je travaille en partenariat avec Marc. Voilà, donc c'est vraiment l'utilisation de l'écosystème, je dirais, sophipolitain. Et ce qui fait le succès, c'est à la fois les technos et le marché, en fait. Et vraiment, on le retrouve, les technos à Sofia, le marché sur la côte. Mais d'abord le marché. Voilà. Mais d'abord le marché, bien sûr. Je l'inverse, c'est d'abord le marché, ce que veut le marché, et après la techno qu'on amène sur le marché. Bien, nous allons passer maintenant aussi très traditionnel, c'est aux questions des internautes. Ils sont où? Les internautes sur iPad. Voilà, première question qui nous vient de Ludovic. Quel est votre marché sur le plan géographique? Alors on a parlé de la Côte d'Azur, oui. Je présume que ce n'est pas le seul marché. Est-ce que tu te déportes également, on parle beaucoup des Caraïbes, le deuxième marché aussi, c'est les Caraïbes. Le deuxième marché sont les Caraïbes, mais là, parce qu'on est en hiver chez nous, en Méditerranée, donc effectivement, les clients des yachts, généralement, quand ils se baladent sur leur yacht, ils aiment bien qu'il fasse chaud. Donc là, ils sont partis aux Caraïbes. Mais j'ai fait des installations en Turquie, j'ai fait des installations en Croatie, à Palma. J'ai un client qui se balade aux Philippines. J'en ai un là qui est au Venezuela en ce moment. Il y en a d'autres qui sont donc effectivement en ce moment aux Caraïbes parce que c'est la saison chaude. Enfin, quand je dis Caraïbes, il y a Martinique, Guadeloupe, Saint-Barth, etc. Mais ça monte jusqu'à New York, parce que c'est large. Floride, bien évidemment. Miami, qui est le deuxième. Grosso modo, les deux mecs du yachting, il y a Antibes et Fort Lauderdale, c'est à côté de Miami. C'est le Antibes américain, grosso modo. Mais ça monte jusqu'à New York. Donc, effectivement, les bateaux, quand on a des bateaux de cette taille-là et qu'on a les moyens de couvrir la planète, ils se déplacent partout, ces gens. Donc il faut être capable de les couvrir. Donc c'est un marché planétaire. Enfin, planétaire principalement, je présume peut-être moins dans le Pacifique, peut-être. Là, on est plutôt... moins aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une vraie couverture satellite facile d'accès. Donc il y a moins de gens qui y vont. Parce qu'on est sur des prix absolument astronomiques pour amener une connexion Internet dans le Pacifique au jour d'aujourd'hui. Ça va changer, mais au jour d'aujourd'hui, c'est le cas. Donc il y a moins de clients qui vont se promener là. Mais les choses vont changer quand même. Ça va venir. Voilà. Ça fera encore plus de transport avion, là. Ça sera plus loin. Moi, ça ne me dérange pas trop. Voilà, bon. Alors, question de Laura. Quels sont vos clients? Les chantiers, les acheteurs de yachts, les clients? Les propriétaires des yachts. Je présume que ça passe peut-être aussi par les capitaines, peut-être, de bateaux. Bien évidemment. Celui qui demande, c'est le propriétaire qui veut son Internet, parce que ce sont des gens qui font partie, comme j'ai dit tout à l'heure, des gens les plus riches de la planète, les 10 000 personnes les plus riches du monde. By the way, il y a 12 000 yachts qui se baladent dans le monde, à peu près. Je parle que de yachts. Et il y a 100 000 personnes qui possèdent plus de 30 millions de dollars d'actifs dans le monde, pour donner un peu des grandes masses. Donc, ces gens-là veulent de l'Internet parce qu'ils continuent à travailler. Donc, ils veulent de l'Internet au débit à bord pour continuer à travailler. Et bien évidemment, comme la famille est avec eux, et les amis, etc., et qui ne font pas que travailler 24 heures sur 24, ils veulent se distraire. Donc, il faut aussi de la télévision et de la vidéo. Donc, la demande vient de là. Après, elle transite par le capitaine, elle transite par ce qu'on appelle les managers. Il y a grosso modo le syndic du yacht, parce qu'un yacht, ça a besoin d'équipage, donc de capitaine, mais de femmes de ménage, de stewardess, de cuisiniers, d'électriciens. Alors là, on parle de bateaux à partir de quoi? 40 mètres, 50 mètres? Non. Même 30 mètres déjà, on a tout ce staff? Tout, non. La définition du yacht, ça démarre à 24 mètres. Ça, c'est la définition internationale. Et sur un 24 mètres, généralement, il y a un capitaine et un marin. Après, effectivement, il faut commencer à taper sur 35, 40, 45, 50 et au-delà, puisque au jour d'aujourd'hui, le plus grand fait 160 mètres, si je ne dis pas d'ânerie. Privé, je veux dire. Il y en a un en construction qui est prévu pour 187 mètres, si je ne me trompe pas. Donc là, il y a effectivement beaucoup de monde. Donc il y a quelqu'un qui gère tout ça et qui gère les approvisionnements en fuel, en champagne, en caviar, en papier toilette, que sais-je. Tout ce qu'il faut pour faire tourner un hôtel de luxe, puisque c'est un hôtel de luxe, c'est un petit palace.
Et donc, il y a ce métier de manager qui existe. Donc, ce sont des gens qui sont importants dans la profession. Et moi, depuis le début, je travaille en partenariat avec ces gens-là, les managers, qui m'amènent des clients. Ouais. Mais je sais que, malgré tout, le client final, celui qui va utiliser le service bien sûr, et qui va payer et qui va dire « Oui, je suis satisfait, je continue à payer. Non, je ne suis pas satisfait, j'appuie sur le bouton rouge dehors », c'est le propriétaire. Autre question de Laura. Quelle forme prend votre collaboration avec la recherche publique? Puisqu'on avait parlé du LIT, comment ça se passe avec la recherche publique? Il y a plusieurs formes. Comment décrire ça de façon simple? Il y a la veille technologique qui est indispensable parce que j'ai besoin d'être toujours en avance sur les technologies. C'est un élément fort de la création de Sysatcom, d'avoir toujours un métro d'avance sur tout le monde. Je travaille déjà sur la 4G, je travaille déjà en VSAT sur la bande K, la future norme qui va exister pour les communications à Internet par satellite. Donc on est déjà en train de tester ça aujourd'hui chez nous. C'est pas encore opérationnel, c'est pas au catalogue. Donc il y a cette veille technologique qui est très importante, ces échanges qui sont très importants. Et j'ai arrêté, parce que la croissance était trop forte et que j'avais plus le temps, des travaux de R&D, notamment pour le développement d'une Sysat Box. J'ai dans la tête, en fait, de faire une Freebox des mers. Donc ça, on l'a fait en partenariat avec Thales, le LEAT et d'autres, à l'université et ailleurs, où on a déjà fait une première version. Donc là, on a fait vraiment de la recherche où on a développé du soft, on a trouvé des équipements qui vont bien. Produit, oui, on a créé un produit, chacun dans son domaine d'activité, bien évidemment, puisque c'était un consortium financé par les pôles de compétitivité, tout ça. Donc, on a travaillé dessus, sauf que là, depuis 2 ans, la croissance est tellement forte, j'ai dit stop, on arrête, on s'occupe d'abord de la croissance et on reviendra à la R&D probablement l'année prochaine. Voilà. Question de Pierre maintenant. Quels sont vos objectifs de croissance? Envisagez-vous une levée de fonds? Alors on a dit déjà pour 2012, 50% de plus. Alors les objectifs? Oui, puisque en 2011, puisque Deloitte couvrait la période, encore une fois, 2007-2011, j'étais à 800 000 et quelque chose de chiffre d'affaires. On a clôturé 2012 à 1,2 million et là on prévoit 1,4 million parce que je fais une petite pause pour 2013. Donc voilà à peu près les objectifs de croissance. Mon objectif dans 2 ans, c'est de doubler le chiffre d'affaires pour être à peu près à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires si tout va bien, environ. Mais par contre, je ne sais pas du tout si on y arrivera. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Mais voilà. Levée de fonds, non. Pas de levée de fonds. Donc, croissance sur fonds propres, alors? Oui et non. En fait, c'est un peu compliqué. Mais moi, je m'adresse à un marché de niche. Comme on l'a bien compris, puisqu'il y a 12 000 yachts dans le monde. Ça n'intéresse pas les investisseurs. Le retour sur investissement n'est pas assez fort. Donc, je parle des gros investisseurs. Donc, j'ai travaillé avec l'incubateur, j'ai travaillé avec le PRCE, avec l'appui de la Chambre de commerce. c'est prêt régional à la création d'entreprise. Voilà. Okay. Et il y a l'IAD, qui est l'organisme de capital investissement de la région, qui a investi dans Sysatcom, plus un Business Angels qui a investi dans Sysatcom. Et ça me suffit largement pour l'instant. Et les vrais investisseurs, les gros investisseurs, les fonds d'investissement ne s'intéressent pas à moi parce que le marché est trop étroit et que les multiplicateurs ne sont pas assez élevés pour eux. Certes, j'ai fait 8 fois, mais 8 fois sur une petite somme. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est 8 fois sur 100 millions d'euros, et pas 8 fois sur 1 million d'euros. Voilà. C'est pas encore la taille d'Amadeus, alors. Hein. Non, ça va venir. Bien. Quel est le cycle de rotation des équipements et technologies que vous commercialisez? C'est-à-dire quand on installe quelque chose, si j'ai bien compris, combien de temps ça dure? À quand c'est obsolète? 2 ans, 3 ans, 6 mois? En matière satellite, c'est 5 à 10 ans. Pour faire simple, ça dépend des différentes technos utilisées, si on parle de télévision ou d'Internet, mais en moyenne, c'est 5 à 10 ans sur du satellite. Sur du GSM, on est sur un cycle à 2-3 ans, à peu près. Là, la 4G arrive.
Donc tout le monde est en train de me dire, alors le modem 4G, attends, il y a 30 secondes, les réseaux ne sont pas encore disponibles, je suis en train de tester les modems, calmons-nous. Est-ce qu'on est obligé de changer tout le système, ou c'est des petits aménagements, ou est-ce qu'il faut carrément tout revoir? La 4G arrive. La 4G arrive, il faut changer le modem, c'est plus le même modem. Il faut changer l'antenne parce que c'est plus la même antenne extérieure. Il faut changer l'amplificateur, donc c'est plus le même amplificateur. Par contre, le réseau local, les access points Wi-Fi avec la diffusion d'Internet à bord, ça je ne change pas. Ça. Mais il y a un certain nombre de choses à changer. Donc c'est une partie des choses à changer. Alors, autre question. Quels sont vos concurrents sur ce marché de niche? Alors, on a parlé des concurrents à la création d'entreprises en 2007. Aujourd'hui, il y en a peut-être, je présume qu'il y en a d'autres qui ont dû se lever. Eh ben non, il y en a un peu moins. C'est une bonne nouvelle. Il y a un peu moins de concurrents parce que le marché est en concentration à tous les niveaux, et y compris moi qui suis... Mais il faut relativiser les choses. Quand on regarde un yacht et les prestations que j'amène, même si une antenne satellite ça vaut très cher, moi je suis la valeur de l'autoradio dans la voiture, hein, grosso modo, toute proportion gardée. Même si mon antenne satellite coûte 50 000 €, donc ça paraît des sommes énormes, mais par rapport à la valeur du yacht, je suis au niveau de l'autoradio moi pour le yacht. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Ouais, toute proportion gardée, exactement. Donc mes concurrents sont toujours aujourd'hui les installateurs et revendeurs de matériel. On est grosso modo sur la Côte d'Azur, Alpes-Maritimes pure, on doit être une dizaine à travailler sur ce marché. Mais il n'y en a aucun à ce jour qui fournit toute la prestation complète, matériel, plus abonnement et services, et aucun qui fournit à la fois du GSM, du satellite, du VSAT et de la télévision. Moi je fournis les 4. Et bientôt de la 4G alors. Et bientôt de la 4G. Voilà. Et bientôt de la VOD. Quand j'aurai la bande K qui sera disponible, parce que là, j'aurai assez de débit à bord. Alors, question de Jean-Marc. Quelles sont vos ambitions internationales pour votre société? Alors, pour l'instant, il y a un siège social à Sophia Antipolis. Il n'y a pas de filiale. Hein. Non, pas à ce jour. On envisage une implantation sur Palma, qui est le deuxième marché de la Méditerranée. Pour faire simple et rapide, pour 2015-2016, si tout va bien. Mais c'est une petite implantation, hein, c'est une ou deux personnes, c'est surtout une implantation commerciale. Pour les autres territoires comme la Turquie, la Croatie, je travaillerai avec des agents ou des distributeurs. Et au-delà, l'implantation, évidemment, ce sont les États-Unis, puisque j'ai la moitié du marché sur la Côte d'Azur, l'autre moitié du marché sur la Floride, gros... Pour faire simple, enfin, c'est 40-40 et puis 20% le reste du monde. Ça, c'est la vraie vérité. Mais bon, grosso modo, quand on couvre les deux, on couvre à peu près 100% du marché. Il y a deux grands pôles. Donc, mais on ne va pas aux États-Unis comme ça. Par contre, comme ancien de l'incubateur, comme quoi le club des incubés, c'est intéressant. Je déjeunais récemment avec André Labatte et je vais commencer à faire des missions exploratoires. Le mot est un peu fort. Mais commencer à regarder ce qui se passe aux États-Unis et probablement l'accompagner sur des déplacements à Miami pour commencer à voir ce qui se passe, pour préparer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, une implantation là-bas. Parce que je présume quand même aux États-Unis, la concurrence doit être plus sévère qu'en Europe, peut-être. Oui. Bon. Oui, ils nous ont pas attendus. Oui, voilà. Mais encore une fois, même quand tu vas aux États-Unis, à ce jour que je sache, je ne prétends pas tout savoir, hein, mais je n'ai pas trouvé de société qui fait la même chose que Sysatcom. Il y a des gens spécialisés dans le satellite, des gens spécialisés dans la télévision, des gens spécialisés dans le GSM, mais pas les trois. Voilà. Donc pour l'instant, jusqu'à ce jour, je suis toujours le seul. Ça reste bon pour les États-Unis. Pour l'instant, c'est bon. Alors, question de Daniel. Est-ce qu'il est important pour un entrepreneur de porter des valeurs? Quelles valeurs portez-vous? Oh oui. Oui, il faut porter les valeurs. J'ai pas réfléchi, donc j'ai pas les mots qui me viennent comme ça facilement dans la tête, mais on doit transmettre des valeurs vis-à-vis de son client. Moi, je suis dans un marché d'une exigence excessivement forte, donc je dois être disponible. Je dois être bien évidemment d'une honnêteté irréprochable, parce que c'est pas parce que ce sont des milliardaires qu'on peut leur prendre leur argent comme on veut. Il faut justifier tout derrière. La moindre dépense,
Je me souviens d'un de mes clients propriétaires, il faut que je raccourcisse. Oui, Oui, on est d'accord. à 1 minute de la fin. 1 minute de la fin, qui m'a téléphoné pour vérifier que l'abonnement de 45 € pour son téléphone portable n'était pas trop cher. Voilà. Et pourtant, il a un bateau de 77 mètres, juste pour donner des... C'est Voilà. dans Et les puis- détails que se niche. Exactement. C'est Et puis il y a pour le la staff. Alors je contestation. vais faire vite, mais les valeurs aussi vis-à-vis le staff, parce qu'on n'a pas du personnel qui s'implique si on montre pas l'exemple et si on n'a pas un certain nombre de valeurs. Donc oui, il faut des valeurs. Par contre, il faudrait que je réfléchisse au mot, mais c'est trop court là, 1 minute. Voilà. Eh bien, merci Antoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain Startup Show en 2013. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Wow.